Donc rebonjour pour la plupart d'entre vous. Je m'appelle Alexia Jolivet, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Et donc j'ai le plaisir d'entamer cet après-midi avec vous sur une table ronde qui est toujours dédiée à la question du dépistage, mais vous allez voir, on va l'aborder par une autre facette, puisque l'on va essayer de questionner et d'appréhender le dépistage par rapport aux inégalités sociales et territoriales de santé, et plus précisément en essayant d'interroger le processus de ciblage, la notion de ciblage qui est en son cœur. Pour cela, on va s'appuyer de manière plus large sur l'exemple du dépistage organisé du cancer. On connaît tous la réalité du dépistage organisé, qui reste marquée par une participation insuffisante par rapport aux efforts fournis et aux moyens qui y sont consacrés. Je vous donne juste quelques chiffres de manière très rapide, mais par exemple, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein selon le rapport de l'IGAS de janvier 2022 est de 42,8%, sachant que l'objectif européen est de 70%. On a un décalage. Et en ce qui concerne par exemple le dépistage organisé du cancer colorectal, on est à 28,9% sur 2019-2020, donc un taux de participation qui reste encore insuffisant. Les causes, si on les esquisse de manière plutôt simple, on les connaît aussi, hein. Les difficultés, elles sont liées premièrement à l'accès pour les populations ciblées à l'offre, au poids des facteurs sociaux, puisqu'on parle des inégalités sociales et territoriales de santé, et aussi aux ressources qui sont limitées pour mettre en place des programmes dédiés à ce type d'intervention. Donc ce que l'on voit ici, c'est que rapidement, ce que l'on voit poindre, c'est qu'il y a des logiques économiques, sociales, qui entrent en tension, et nous, on aimerait un petit peu aller plus loin en questionnant les enjeux éthiques liés à tout cela. Donc, on abordera cet après-midi des questionnements éthiques, mais qui iront au-delà de ce que l'on a pu aborder ce matin. On en retrouvera certains, évidemment, mais on pourra aller aussi au-delà, puisqu'on dépassera peut-être les questions liées à l'autonomie, au consentement, à l'information éclairée, pour essayer de questionner plutôt la pratique du ciblage et paradoxalement se demander, questionner la dualité du ciblage en demandant si cibler, je vais développer un petit peu plus, n'est-ce pas performer une inégalité, n'est-ce pas performer l'inégalité, la faire exister. Alors pour essayer de donner quelques idées de pistes de réflexion, en fait on peut reprendre le verbe cibler et essayer de l'interroger dans ses différentes acceptions. Cibler, c'est d'abord catégoriser, puisque quand vous ciblez une population, vous allez viser, circonscrire une population que vous allez essayer d'atteindre. Et la question principale qui peut venir à l'esprit, c'est bien de se dire, mais comment voir l'individu qu'on cherche à cibler au-delà de la cible. Donc comment concilier une approche qui sera plus relationnelle, et de ce point de vue-là, Nicolas Lechopier avait développé la notion d'éthique relationnelle. Comment concilier cette approche relationnelle, cette éthique relationnelle, avec cette approche classificatoire des individus, des populations, des cibles. Derrière ça, en fait, il y a deux défis. Il y a premièrement un défi éthique lié à la violence symbolique que peut représenter le fait d'être classé dans une catégorie. Et puis, il y a aussi un défi plus pragmatique, qui est de comment on va appréhender les singularités des populations et des individus, des membres de ces populations, au-delà des paravents populations. Le deuxième élément par rapport au verbe cibler, c'est que cibler, c'est aussi atteindre, lorsqu'on vise, on cherche à toucher une cible, on vise, on cherche à atteindre. Et dans notre cas, souvent, lorsque l'on cherche à atteindre, c'est dans le cadre de programmes qui sont financés, donc des programmes qui relèvent souvent de logiques rationalisantes. Et à ce moment-là, il faut, pour les personnes qui vont mettre en place ces programmes, se confronter à la difficulté de ces modes d'évaluation qui amènent à faire avec une approche qui est cloisonnante,
et surtout à répondre à des logiques de conformité. Il faut être conforme aux appels à projets, il faut rentrer dans les clous, dans les cadres. La question est que ces appels à projets, alors je pense notamment aux appels à projets en santé communautaire par exemple, ou les appels à projets qui visent à mettre en place, à mettre en place des programmes locaux. Quand vous lisez ces appels à projets, on vous parle, les termes que l'on retrouve, ça va être il faut qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait de la transversalité, de la créativité, voire même une certaine spontanéité. Il y a des cadres, mais il faut que l'on mette en place des programmes adaptés et innovants. Mais comment mettre en place de tels programmes quand on est dans un aller vers, si je reprends la terminologie en promotion de la santé, qui reste découpé, sectorialisé. Et de ce point de vue-là, comme moi qui est responsable de tels programmes, pourra aussi témoigner sur la difficulté de jouer avec ces enjeux de fixité des programmes. Et ce qui peut être difficile quand on veut toucher des populations qui sont assez labiles et qui sont difficiles à attraper. Et dernier point, cibler, ça signifie aussi pointer. Quand on cible une population, on met la lumière sur une population. Donc ça amène à différencier. Alors la question de la différenciation, on l'a évoquée d'une autre manière ce matin, mais on peut questionner les enjeux liés à la différenciation. Alors, je l'ai déjà dit, ça peut être vu comme une violence symbolique, mais aussi la différenciation peut être vue dans un second temps comme un apport. Alors là, je reprends plutôt des conclusions ou des esquisses de réflexion que j'avais pu lire dans les articles de Julia Bard, notamment sur des programmes de dépistage dans des quartiers, et ce qui était questionné, notamment, moi en tout cas ce qui m'avait marqué, c'est notamment les programmes de mixité sociale, donc des dispositifs qui sont mis en place par la ville pour mélanger les populations, et en fait ça amène plutôt à invisibiliser les inégalités, c'est-à-dire que les liens qui peuvent souder les différents types de populations se délitent petit à petit. Et à ce moment-là, les inégalités s'en trouvent invisibilisées, et donc pouvoir agir sur ces inégalités est beaucoup plus difficile. Si je ne trahis pas un petit peu, peut-être. Bon, alors de ce que moi j'en avais conclu. Dans tous les cas, ça a amené à questionner notamment l'ambivalence en fait. Et là, je rebondirai sur la notion de commun, à prendre pas dans la notion communautariste, mais vraiment dans l'idée de voir comment la différenciation peut amener à repenser et au contraire à ne pas le voir comme une forme d'enclavement, mais au contraire de désenclavement. Derrière ça, en fait, ma question c'était de se demander finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, alors je le dis de manière un petit peu entre guillemets provocante, mais ne faut-il pas marquer une différence pour remédier aux inégalités? Voilà. Ça, ce sont autant de pistes et pour y répondre ou pour ouvrir d'autres perspectives. Donc, on aura le plaisir d'entendre premièrement Nicolas Le Chopier, qui est donc philosophe à l'université Claude Bernard à Lyon et également à l'ENS. Ensuite, on pourra entendre Andrew Canva, qui est donc chef de projet au sein de l'association Créteil Solidarité. Et puis on terminera par Julia Bard, qui est sociologue associée au LADIS, mais également chargée de projet dans un centre régional de coordination des cancers en Île-de-France. Donc je laisse tout la parole à Nicolas Le Chopier. Merci beaucoup Alexia Gélier pour votre invitation et pour avoir préparé aussi cette table ronde en nous envoyant des questions et en commençant déjà la discussion en amont. Donc moi je viens de Lyon effectivement et de Saint-Étienne, et d'ailleurs je vais simplement mentionner Gino Cuda qui est mon ami et qui est parti aujourd'hui, et du coup je pourrais le mentionner publiquement, un hommage à cet homme qui est mort d'un cancer, donc Gino Cuda. Et du coup moi je m'adresse à vous sur la base
d'une enquête que j'ai conduite dans le cadre d'une recherche interventionnelle en santé des populations, qui était dirigée par Franck Chauvin, professeur de santé publique, avec toute une équipe d'épidémiologistes, de sociologues. Et moi, j'ai dirigé le volet de l'enquête éthique embarquée dans cette recherche interventionnelle en santé des populations. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats qu'on a tirés de cette enquête embarquée. Donc c'est une enquête que j'ai conduite avec Chloé Hamon notamment, qui est sociologue. Et cette recherche interventionnelle consistait à expérimenter un dispositif innovant pour renforcer la participation au dépistage organisé du cancer colorectal dans des zones géographiques définies, des petits territoires de la région Rhône-Alpes, dans plusieurs départements, dans lesquels, statistiquement, se dépistent moins et dans lesquels, finalement, les populations qui y vivent sont en moyenne plus défavorisées, plus vulnérables. L'expérimentation consistait à embaucher des gens qui étaient appelés navigateurs, mais qu'on pourrait appeler aussi médiateurs de santé, médiateurs-médiatrices, avec des hommes et des femmes, qui étaient chargés d'un travail d'aller vers. Je travaille pour cette organisation du dépistage des cancers. Je viens vous voir, je vais taper à votre porte aujourd'hui, je tiens un stand sur le marché, etc. Des dispositifs d'aller vers pour aller à la rencontre de populations qui, on suppose, sont éloignées des politiques de prévention. Donc c'est de ce dispositif que je vais vous parler, et notamment des tensions qu'on a pu constater dans la mise en œuvre de cette intervention. Et enfin, je veux dire qu'on parle de dépistage organisé. Ce matin, on a parlé de dépistage, pas forcément, on a parlé de dépistage systématique, mais de dépistage fait en clinique. De moment, c'était opportun de proposer à des gens d'entrer dans un dépistage. Là, on parle d'un dépistage organisé à une population générale. Peut-être revenir dessus, mais c'est assez spécifique puisque c'est à distinguer d'un dépistage proposé en clinique. Et là, le dépistage du cancer colorectal dont on parle, c'est celui qui est proposé systématiquement à toutes les personnes dès lors qu'elles ont 50 ans et jusqu'à 74 ans en France et dès lors qu'elles sont inscrites dans les fichiers de l'assurance maladie. Et c'est donc un programme de santé publique qui relève de la prévention secondaire, c'est-à-dire que ce dépistage ne conduit pas à ce qu'il y ait moins de cas de cancer dans la population, mais à ce qu'il n'y ait pas de retard au diagnostic. Donc l'idée, c'est d'amener la population vers un diagnostic si c'est nécessaire, et du coup un soin pas trop tardif, avec le présupposé qu'un cancer dépisté à temps, un cancer n'est pas méchant. Là, j'ai cité le slogan de la campagne de l'INCa de novembre, du mois du dépistage du cancer colorectal. Le dépistage organisé, là, c'est assez simple qu'a annoncé ce matin, en termes de validité d'un dépistage. D'une certaine façon, il est assez utile. Il est utile au sens où il est assez bien établi qu'il participer augmente les chances effectivement d'avoir un cancer grave et diminue la mortalité. Il est assez proportionné au sens où y participer n'implique pas une action trop compliquée à mettre en œuvre. Quand même faire un auto-prélèvement dans ces selles et l'envoyer par la poste et ensuite accepter de poursuivre la suite du processus si jamais le résultat est positif. Un chercheur nous disait qu'en fait, le dépistage du cancer colorectal, c'est assez facile à résumer, c'est simple à mettre en œuvre et ça peut rapporter gros. Un peu comment c'était résumé. Et d'une certaine façon, ça illustre assez bien ce qu'est le registre de la prévention en santé publique, notamment dans ces champs de justification. Premièrement, il y a la norme de la santé et notamment de l'amélioration de la survie, qui est le critère cardinal pour dire que cette campagne de santé publique devrait être mise en place. Et pourquoi elle a été mise en place il y a
est systématisée depuis une quinzaine d'années. C'est une campagne qui est coût efficace, alors dès lors qu'on y participe suffisamment, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc ça c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Il y a un principe d'universalité d'accès, hein, chacun compte pour un, les dépistages de tous et de chacun sont attendus. Et puis c'est une campagne qui légitime un certain degré d'intrusion dans la sphère privée. Hein. Vous recevez par la poste un courrier qui vous parle d'un potentiel cancer et on vous demande de faire un geste de prévention pour vous. Il y a quelque chose qui peut être vécu comme une intrusion, mais en gros, il a été jugé qu'elle est justifiée au regard des bénéfices de santé publique. Puis enfin, ce genre de dépistage met en avant une norme de comportement qu'on peut nommer homo medicus. La personne doit intégrer des schèmes de comportement, de prise en compte de sa santé, d'anticipation sur des risques de santé, etc. Voilà, la campagne de dépistage est très, très exemplaire de ce genre de normes de comportement. Alors, Paul Lou, ce matin, disait que la santé publique, elle est utilitariste et que c'est vraiment son cadre éthique. De mon point de vue, et là je vais rentrer dans un petit peu plus de détails, ce que montre, ce qu'on a découvert, ou en tout cas ce qu'on a pu mettre en évidence à travers notre enquête, c'est qu'au-delà du registre des justifications de type utilitariste, quand on s'intéresse aux expériences de terrain ou à la complexité ou à la façon dont les gens peuvent être soumis à des injonctions contradictoires ou alors à des tensions, il me semble qu'on est invité à penser le cas de l'éthique en santé publique d'une façon peut-être un peu plus complexe et plurielle. En fait, le champ de la santé publique apparaît pas forcément comme un champ homogène et standardisé dans lequel il suffirait d'appliquer des principes de bon sens auxquels tout le monde pourrait adhérer, au moins intellectuellement, mais plutôt le lieu de tension. Voilà. Et donc je vais essayer de vous montrer quelle sorte de tension on a pu rencontrer à l'occasion de cette expérimentation. Je vous ai dit que c'était des navigateurs. Donc la notion de navigateur de patient, c'est une notion qui était importée des États-Unis. J'ai dit qu'on pouvait la remplacer par la notion de médiateur. L'idée, c'est de mettre en œuvre l'universalisme proportionné. Alors, c'est une notion qui est devenue une notion clé de l'éthique en santé publique, hein, qui est portée notamment par Santé publique France, par pas mal d'acteurs de santé publique. L'universalisme proportionné, c'est cette idée qu'une campagne de santé publique s'applique ou s'adresse à toutes les personnes, donc c'est la partie universaliste, et puis en même temps elle est proportionnée au sens où pour éviter d'entériner des inégalités de santé, voire de les creuser, peut-être pour essayer de les corriger, on va appliquer des correctifs où on va proportionner l'action, c'est-à-dire apporter un peu plus là où il y a plus de besoins. Et donc les médiateurs, ils étaient chargés justement d'apporter cette proportion et cette correction de la campagne de dépistage organisé. Alors, on a vu un certain nombre de tensions, je vais aller assez vite, mais je voudrais quand même prendre un tout petit peu de temps sur la dernière. Les navigateurs patients, première tension, elle a porté sur la confiance. Eux, ils étaient chargés de s'adresser à une population dans des quartiers qui avaient été tirés au sort dans le cadre d'une méthode épidémiologique. Leur discours, c'était d'une certaine façon d'informer les personnes sur l'intérêt de participer à ce dépistage. Et là, en fait, ils se sont trouvés dans le discours un à un face aux personnes, dans une contradiction entre le fait d'avoir un discours qui était plutôt de promotion du dépistage, puisque c'était quand même un peu l'objet de leur mission, et les limites intrinsèques du dépistage. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations, mais les thèses qui sont utilisées pour les dépistages organisés créent des faux positifs, des faux négatifs, et c'est des technologies qui ont des incertitudes intrinsèques, et il est difficile d'articuler dans la relation un à un
un discours sur la valeur du dépistage, son intérêt, le fait qu'il faudrait y participer et ses limites intrinsèques. Donc ça c'est un premier point. Et voilà, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais il y a des études qui ont montré que le fait d'informer de façon assez adéquate les personnes sur les limites des dépistages organisés ne change pas ni en positif ni en négatif le taux de participation. Hein. Donc, la participation n'est pas forcément... Quand on apprend qu'un test est imparfait, c'est pas pour autant qu'on y a plus ou moins recours, en fait, d'une certaine façon. Par contre, ça peut changer la qualité de la participation. Deuxième tension qu'on a observée sur le terrain, c'est que le métier de médiateur et de promoteur de la prévention, et notamment du dépistage organisé sur le terrain, était quelque chose qui était assez... comment dire, qui a été conçu du point de vue d'une campagne de santé publique assez sectorisée. Hein, et tout à l'heure, à midi, on a eu cette discussion, travailler sur quelle sorte de dépistage, le dépistage du cancer du sein, ah d'accord, bon, moi c'est autre chose. Comme si finalement, d'un point de vue de l'organisation de la santé publique, on organise différents dépistages et ce sont des sujets différents, mais du point de vue des personnes, ça ne fait pas forcément sens de penser ces choses-là de façon distincte ou d'avoir des interlocuteurs différents pour chaque sujet de prévention. Donc là, les navigateurs ou les médiateurs se sont retrouvés à faire l'épreuve d'une distorsion entre l'organisation du dépistage avec ses catégories de santé publique et puis l'expérience de terrain qui ne suit pas forcément ce découpage-là. La troisième épreuve qu'ont connue les navigateurs, c'était d'avoir un rapport juste aux habitants et d'une certaine façon de pouvoir s'adresser à tout le monde en faisant la promotion du dépistage tout en respectant là où en sont les personnes. Hein, trouver la justesse dans la communication, dans l'échange. Et là, les navigateurs se sont retrouvés pris un peu en tenaille entre, on va dire, une direction de santé publique qui leur disait que leur boulot c'était d'améliorer la participation, de l'augmenter, et puis la loyauté vis-à-vis des personnes et leur sensibilité propre, le tact dont elles pouvaient faire preuve dans les rencontres sur le terrain. La quatrième tension, et c'est sur celle-là que je voudrais un tout petit peu plus détailler, elle a porté sur justement la mise en œuvre de l'universalisme proportionné. Tout ce dispositif de santé publique là, qui consiste à déployer des navigateurs sur le terrain pour compenser d'une certaine façon un déficit de participation, pour aider des personnes qui sont plus éloignées de la santé publique et de la prévention à y participer, s'est retrouvé rendu un peu difficile par le fait qu'il y a le découpage géographique du territoire en zones iris plus ou moins favorisées. Ben ça c'est un découpage qui est un petit peu abstrait, qui ne croise pas forcément l'expérience des personnes. Notamment, les navigateurs, les médiateurs déployés sur le terrain avaient du mal à expliciter leur présence en disant « je suis là parce que vous êtes défavorisé, parce que vous êtes catégorisé comme ». Évidemment, ça ne faisait pas sens de le présenter comme ça. Et donc là aussi, eux devaient... ils étaient traversés par cette tension entre la façon dont la santé publique catégorise l'action et la façon dont on peut se l'approprier sur le terrain. Deuxième point, il a été... le métier de médiateur en santé a été récemment clarifié, défini avec des compétences. Il y a une fiche métier maintenant qui existe, mais à l'époque de cette enquête, le discours était on ne sait pas trop exactement en quoi consiste ce métier de médiation. Hein. C'est le problème du dernier kilomètre, c'est le problème d'aller chercher les gens qui sont le plus éloignés de la santé publique. Et on a dit aux personnes, aux professionnels qui avaient été embauchés pour ça, qu'ils allaient devoir créer leurs propres outils. Hein. Il y avait une valorisation du bricolage. D'une certaine façon, les autorités de santé publique ne savent pas faire. Joindre des personnes qui sont en situation de précarité, par exemple, parce qu'elles ne reçoivent pas leur courrier, parce qu'elles ont d'autres priorités, etc. Et donc vous, vous allez trouver des solutions pour rejoindre ces personnes. Et donc pourquoi pas, hein. Le bricolage n'est pas forcément quelque chose qui est à regretter, au contraire, ça peut être très efficace le bricolage dans certaines circonstances.
Sauf que ces acteurs-là, ils sont dotés de très peu de moyens, en tout cas dans cette enquête, même s'ils pouvaient avoir l'appui de personnes ressources, d'une certaine façon, ils étaient très seuls sur leur champ d'action, et le temps de créer des partenariats et tout ça aurait nécessité beaucoup plus de soutien, et d'une certaine façon, on a donné beaucoup de responsabilités à des acteurs très peu dotés en moyens. Il y a eu un problème aussi avec le cadrage un peu grossier des zones défavorisées. Les personnes, comme le disait Alexia tout à l'heure, ne s'identifient pas nécessairement aux étiquettes qui sont utilisées pour les qualifier. En fait, comme ça a été montré notamment par l'Observatoire du non-recours, l'ODENOR, qui est basé à Grenoble, le non-recours au droit ou le non-recours aux soins, on a tendance à d'une certaine façon, essayer de corriger ou de compenser le non-recours, mais sans pour autant accorder beaucoup d'attention à l'expérience des personnes concernées. C'est-à-dire, pourquoi vous ne participez pas, ou pourquoi vous ne vous sentez pas concerné, qu'est-ce qui se passe? D'une certaine façon, il y a un manque d'intérêt pour les savoirs qui sont ceux des personnes qui sont concernées par le non-recours ou les situations de discrimination. Je pense qu'on pourra en reparler après. Et enfin, et je terminerai sur ce dernier point, et c'est un point dont je n'ai pas encore parlé, les médiateurs de santé qui étaient déployés dans cette expérimentation étaient pour beaucoup considérés ou qualifiés justement de travailleurs pairs. C'était des médiateurs pairs. Alors qu'est-ce que ça veut dire pair, P-A-I-R? Ça veut dire qu'ils partagent avec la population avec laquelle ils vont travailler, et elles vont travailler, des caractéristiques, en tout cas une proximité socio-culturelle, mais qui, dans le cadre de cette expérimentation-là, n'a pas été nécessairement très bien clarifiée. C'est-à-dire, vous êtes pair en quel sens? Est-ce que ça, au sens où vous avez habité ou vous habitez dans ce quartier ou dans le même genre de quartier, au sens où vous parlez la langue qui est fréquemment parlée par les gens de ce quartier, où vous avez des expériences en commun, etc. Et il y avait un peu l'attente que le fait d'être pair permettrait de lever certaines barrières, d'améliorer la confiance, d'améliorer la communication. Mais ça n'a pas forcément été évident dans l'expérience de terrain et dans les retours des médiateurs que le fait d'être pair avait vraiment une efficacité propre. Ou en tout cas, on a ressenti un manque de théorisation de ce que ça voulait dire de compter sur les pairs aidants ou les acteurs relais pairs dans ce cadre d'expérimentation. Alors, je m'aperçois qu'en vous présentant tout ça, j'ai l'impression d'inciter beaucoup sur les limites ou sur les tensions inhérentes à ce genre de projet. Alors, de fait, je pense que les résultats en termes quantitatifs de cette expérimentation, de cette recherche interventionnelle, n'ont pas été particulièrement spectaculaires. Les taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal dans les zones de l'expérimentation ont un peu augmenté, mais pas de façon miraculeuse. Par contre, on a appris beaucoup de choses sur le rapport des personnes à la prévention, la question des priorités, dans quelles priorités sont les personnes et quelle place peut avoir un discours de prévention et des pratiques de prévention dans des vies qui peuvent être marquées par l'urgence et la précarité. Et comment aussi, d'une certaine façon, la santé publique ne peut pas aisément déléguer à des personnes à qui on donne les moyens de bricoler, mais qui sont quand même des moyens limités, déléguer ses responsabilités. Et de ce point de vue-là, j'ai été assez intéressé par ce qui s'est dit ce matin autour d'une recherche d'une éthique de la santé publique qui soit justement pas simplement bien justifiée en théorie en termes de taux de survie, de coût-efficacité, etc., mais qui puisse être parlante et à travers laquelle on puisse trouver des relations humaines, ce qui a été aussi appelé le symbolique ce matin, l'acceptation symbolique de participer à quelque chose qui ait du sens et qui ne soit pas simplement justifié d'un point de vue de santé publique, mais qui puisse être approprié réellement par les personnes concernées.
Merci de votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation introductive, mais finalement qui place très bien les différents enjeux. Est-ce que, similairement à l'organisation de ce matin, on peut prendre une ou deux questions d'éclairage ou de réflexion? Alors peut-être, monsieur, oui. Merci pour votre bonne présentation. Dans ces campagnes, est-ce que vous faites que du dépistage ou aussi des recommandations? Je parle par exemple dans le cadre du cancer colorectal, sur la prise de viande ou de charcuterie qui favorise. Et moi je suis toujours étonné quand je vois la grande médiatisation pour Octobre Rose, de ne pas avoir associé à cette où on pousse les gens à se faire dépister, de ne pas avoir de prévention associée, parce qu'on voit tout, dépistez-vous, 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 donnez des sous. Mais là j'ai vu l'étude Nutrinet qui juste dit quoi, moins 35% chez les femmes qui mangent bio pour le cancer du sein, c'est énorme, mais on n'en parle pas du tout alors qu'on parle beaucoup du dépistage. Alors, du coup, ma question, je reviens à ça, c'est que ce soit dans le cancer colorectal ou dans le cancer du sein, pourquoi on insiste tellement sur le dépistage alors que médiatiquement, on pourrait aussi parler des mesures préventives? Oui, pour le coup, pour travailler dans ces structures, tous nos chargés de prévention, ils font un discours uniquement sur le dépistage, ils parlent de prévention, nutrition, activité physique, ou alors ils sont partenaires dans leurs interventions avec d'autres associations de santé pour faire de la prévention, mais on ne va pas juste... elles disent on ne veut pas découper le corps humain et prendre juste déjà le sein, après le colorectal et après l'utérus, c'est nos 3 dépistages organisés, et surtout introduire un sujet de prévention, de vaccination, etc. Je pense dans la réalité, alors peut-être les affiches ne le montrent pas, les affiches d'Octobre Rose, mais sur le terrain, je pense que c'est pris en compte. Et après, dans le cadre de l'expérimentation, quand vous voulez prouver l'efficacité d'une action d'une certaine façon, il faut la définir il faut se centrer sur cette action-là. Donc le discours sur l'acte de dépistage peut être au détriment ou en le coupant du reste du discours de prévention. Mais effectivement, ça n'a pas de sens sur le terrain de faire comme ça. Mais pour prouver une efficacité, vous pouvez être tenté d'isoler un élément d'action, et ce qui rend du coup l'expérimentation peu représentative de ce qui se passe dans la réalité. Vous avant de ça? En termes de représentation, les navigateurs sont des gens du domaine du soin ou juste des personnes engagées pour la santé, le citoyen. Et la question du médecin traitant, qui est quand même localement le plus implanté pour parler de prévention, qui connaît bien sa population et les différences, les facteurs de risque. Vous n'avez pas du tout parlé des médecins traitants? Tout à fait. Alors le profil des navigateurs, en gros, ils étaient de profils variés. Il y avait un peu une enquête sur comment on fait pour identifier ces personnes-là. L'idée, c'était de trouver des leaders communautaires ou des personnes avec un profil particulier, en situation de recherche d'emploi, mais qui pourraient faire valoir des compétences particulières. Mais il n'y avait pas de prérequis, on ne demandait pas à ce que ce soit des personnes formées. Au contraire, l'idée, c'était que ce ne soient pas des professionnels de santé pour qu'on puisse justement peut-être trouver des compétences particulières. Et la place du médecin traitant dans cette enquête, mais là c'est pas le volet dont je me suis vraiment occupé, mais la place de cette enquête a montré que c'était effectivement un partenaire important, mais qu'il n'avait pas forcément accepté de recevoir le navigateur qui avait été propulsé sur son terrain. Il y a des questions de diplomatie, de relations publiques, qui se sont manifestées et qui ont été difficiles à ce moment-là. Et alors, pour rebondir, après je vous laisse la parole, mais justement sur cette place des navigateurs, dans la présentation, il semble avoir quand même une place de l'entre-deux qui est assez difficile à tenir. Est-ce qu'il y a une réflexion éthique sur cette place de navigateur, de médiateur qui est menée dans ce genre de programme où on est dans la phase d'expérimentation et pour l'instant il n'y a pas de... Pour l'enquête dont je vous parle, c'est une expérimentation. Après, la médiation en santé, elle se déploie partout et pas seulement en santé publique ou en prévention.
et pour laquelle il y a probablement des réflexions éthiques. Ce que nous on a essayé de montrer, c'est que c'était important d'accorder de l'attention à l'expérience de ces navigateurs, à ce que eux pouvaient ressentir en étant justement dans cet entre-deux. Positivement, vous faites le lien, mais négativement, vous êtes un peu entre deux chaises, justement, vous êtes un peu tendu entre la loyauté vis-à-vis des personnes que vous allez voir et auprès desquelles vous créez des liens et une sorte de fidélité, et puis les objectifs de santé publique dont vous êtes le relais d'une certaine façon. Et donc là, c'est une position qui n'est pas aisée. Peut-être une... En fait, ma question, c'est exactement ce que vous venez de commenter. Donc, c'était autour de cette question du médiateur. Alors, et éventuellement des questions éthiques qui peuvent se poser, ou de loyauté, etc. Après, il y avait juste une nuance aussi que j'avais aussi en questionnement, c'était par rapport à une certaine technicité, parce qu'il faut présenter les avantages, mais vous avez expliqué qu'il présente aussi des limites. Et il y a peut-être un moment où, si ce sont des pairs qui sont plutôt du côté des personnes des quartiers, etc., ils n'ont pas forcément une maîtrise du discours. Alors c'est à la fois un avantage, mais est-ce que parfois aussi ça peut être un peu compliqué? Alors sur le dépistage du cancer colorectal, je ne suis pas sûre que concrètement il y ait des choses si complexes que ça, mais voilà. C'est aussi un entre-deux, une autre forme d'entre-deux. Tout à fait, mais disons que cet obstacle épistémologique lié à la maîtrise de la complexité de cet objet qui est le dépistage, en fait, ne s'applique pas qu'aux navigateurs. En fait, c'est très compliqué de comprendre exactement comment marche et comment est justifié un dépistage, l'utilisation de pourcentage, de risque absolu, de risque relatif, etc. C'est quelque chose qui, même pour les médecins, est assez complexe. On peut avoir l'impression d'utiliser des vrais chiffres, mais les présentations peuvent conduire à des conclusions très différentes selon la façon dont on le présente. Et donc les navigateurs, oui, se sont retrouvés un petit peu dans cette difficulté-là, mais qui, je pense, n'est pas propre aux amateurs qui concernent, je pense, tout le système de santé. Oui, parce que sur ce sujet, c'est vrai que nous, par exemple, on travaille beaucoup avec Voisins Malins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association de gens du quartier qui vont parler, alors sujet santé, mais pas que, sur des problèmes administratifs ou autres, aider les gens du quartier, dans les quartiers défavorisés, mais c'est des habitants formés. Je pense que je reviens, c'est le travail de formation de ces médiateurs ou voisins malins. Nous, on a utilisé Voisins Malins dans le cadre du dépistage du cancer du sein. On les forme avec des médecins de santé publique qui forment et on les suit. Et suite aux premières interventions, on retravaille avec eux. Ça ne se fait pas. Et aussi, ce que j'ai remarqué qui est important, c'est on parle de pairs. C'était un peu ma question aussi. Est-ce qu'on essaye que ces populations, si on va parler par exemple du dépistage du cancer du sein, on essaye d'avoir des femmes, enfin, ça peut être dire, mais la population cible, là en ce moment, par exemple, on a un échec dans ce genre d'action, parce qu'on a des voisins malins qui sont formés et rémunérés. Donc c'est un peu un professionnalisme. Et on a des jeunes étudiants de 20 ans qui font ça aussi pour gagner un peu d'argent de poche et qui vont parler du dépistage du cancer colorectal et ça ne fonctionne pas très bien. Enfin, on vont s'adresser à des populations plus âgées dans les immeubles et l'idée de pair ne fonctionne pas. Donc ma question c'était, est-ce que dans votre recrutement des navigateurs, vous avez fait attention à quels critères étaient pris en compte? Alors moi j'ai pas participé directement et j'ai pas non plus étudié les modalités de recrutement. Ça s'est fait aussi il a fallu avancer assez vite et en tout cas il n'y avait pas de critères d'âge. Les médiateurs, médiatrices n'étaient pas forcément des personnes de la tranche d'âge 50-74 ans et j'avais pas souvenir que c'est été identifié comme un frein. Mais là il faudrait peut-être plutôt demander aux personnes qui ont étudié cette modalité de ce recrutement. Mais en tout cas, cette question de la parité, de sur quoi on est pair et comment fonctionne la parité, je pense qu'il y a un travail qui est encore à conduire.
Merci. Peut-être juste pour avancer, on aura un temps après à nouveau d'échange général et si vous voulez, vous pourrez reposer votre question, mais pour essayer de tenir les délais.